Bonjour à tous chers auditeurs, nous diffusons aujourd'hui le 100e épisode de notre podcast. Merci beaucoup pour votre fidélité. Vous écoutez Des Voix qui portent, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Lauréat du prestigieux prix Albert Londres en 2014 pour Quartier Shit, une série d'articles sur Marseille parus dans le quotidien La Marseillaise, Philippe Pujol, journaliste indépendant et écrivain, vient de publier aux éditions Julliard Cramer les enfants du monstre, le 3e volume faisant suite à La fabrique du monstre, puis La chute du monstre. Dans ce dernier livre, Philippe Pujol explore les réseaux et trafics d'aujourd'hui à Marseille, gérés par des groupes toujours plus violents, exploitant sans scrupule la vulnérabilité des adolescents, garçons et filles, mais aussi des migrants, souvent incapables d'échapper à leur emprise. Dans cet entretien, Philippe Pujol parle de son travail de journaliste et d'écrivain, de l'évolution de son métier, de Marseille, sa ville, des familles soumises aux pressions de voyous déshumanisés et des enfants des quartiers nord que personne ne semble pouvoir protéger. Je suis Philippe Pujol, donc je suis journaliste, écrivain, réalisateur et probablement d'autres fonctions même que j'ignore. Et je suis marseillais, mais souvent on me réduit à un simple marseillais, mais je pense être surtout un observateur du monde, un observateur de notre époque. Et j'essaie de la raconter depuis 10 ans en indépendant, mais depuis maintenant 25 ans comme journaliste. Philippe Pujol, quelle place la ville de Marseille occupe-t-elle dans votre vie ? Je vis à Marseille depuis toujours, parce que même si je suis né à Paris, d'un père marseillais et d'une mère corse qui se sont rencontrés à Paris, je suis descendu à l'âge d'1 an à Marseille. Je vis donc, je vais avoir 50 ans bientôt, je vis donc depuis 49 ans à Marseille. J'ai grandi dans les quartiers populaires, pas les quartiers nord, le centre-ville, et c'est à cet endroit que j'ai eu cette culture populaire qui était avant faite par les communistes principalement et qui a un peu évolué, qui a changé maintenant à Marseille. Moi, mon rapport à Marseille, il est que je considère que Marseille est une ville qui est une sorte de compilation de ce que fait notre société française. Quand on dit Marseille, c'est pas la France, moi je dis Marseille, c'est totalement la France. Marseille, c'est toutes les problématiques qu'on va trouver éparpillées à travers la France vont être présentes à Marseille. Et en plus de ça, Marseille a une autre particularité, c'est que pour des raisons que je dirais historiques, Marseille n'est jamais devenue une ville mondialisée, c'est-à-dire ce que j'appelle une ville franchisée, une franchise comme les franchises de marque, c'est-à-dire que toutes les villes, Bordeaux, Lille, Paris, Lyon, toutes les grandes villes françaises, Rennes, sont des villes qui ont le même aspect, avec un centre-ville rénové, une gare avec un centre d'affaires autour, etc. C'est exactement le même mode de fonctionnement que les autres métropoles mondiales. Et je vais même plus loin, il y a le même accent même, il y a la même manière de parler, il y a les mêmes vocabulaires. Et Marseille, parce qu'elle n'a jamais réussi à prendre ce train, est restée sur un mode de fonctionnement différent. Alors il y en a qui disent que c'est un laboratoire, mais pour moi c'est pas un laboratoire. Pour moi c'est une alternative, c'est une autre manière de fonctionner. Mais je ne veux pas non plus faire de Marseille la ville idéale, loin de là. C'est pour le pire et pour le meilleur. C'est-à-dire, quand ça dysfonctionne ici, ça dysfonctionne fort. Et quand ça fonctionne ici, ça fonctionne bien. Et Marseille, pour ça, c'est pas un exemple à suivre, mais c'est une ville à observer, à regarder, à la fois pour comprendre notre société et à la fois pour essayer de voir quelles pourraient être les solutions ou voir ce qui marche déjà ou ce qui ne marchera jamais. Que s'est-il passé pour vous depuis le prix Albert Londres en 2014 ? Est-ce que votre façon de faire du journalisme a évolué au fil du temps ? Moi, je deviens journaliste sur le tard. Je deviens journaliste à l'âge de 28-29 ans. J'ai fait d'autres métiers avant. J'étais informaticien, j'étais agent de sécurité quand j'étais étudiant. J'ai travaillé dans plein de domaines divers et variés. Et quand j'étais informaticien, j'étais ingénieur. Et j'arrive, on va pas décrire le parcours, mais j'arrive un peu par hasard, mais c'est pas du hasard total puisque j'avais une appétence à ça. Dans le journalisme, j'arrive à la Marseillaise et on me nomme volontaire pour être au fait divers. C'est-à-dire, je voulais pas l'être, mais on m'a dit que j'étais volontaire pour l'être et donc ça me donnait un CDI, donc je l'ai fait. Et plutôt que de me morfondre au fait divers, j'ai plutôt opté pour en faire un jeu au début, puis en faire quelque chose. Et puis le fait divers, c'est une
une formation accélérée de journalisme, hein, puisqu'il faut être impeccable. Tu prends trop de risques si tu dis des bêtises. Donc, tu es dans la vérification, tu es dans le terrain, tu es dans les multisources. Et tu n'as pas le choix, parce que dès que tu dis une bêtise, tu vas prendre soit la police, soit un bandit, soit une victime qui va venir râler, et ça peut aller très loin. Donc, tu es obligé d'être bon. Donc là, rapidement, j'ai fait ça, mais je l'ai fait rapidement pendant 11 ans à la Marseillaise. Et là, j'ai évolué parce que moi, chaque année, je me remettais en question dans ma manière de travailler. Ou plutôt, je dirais autrement, chaque année, je réfléchissais à comment je vais aborder mon année. Parce que je ne voulais pas que ça se répète tout le temps. Pour pas m'ennuyer. Et donc, je me donnais tout seul une thématique de début d'année. Parfois, j'ai vu juste, parfois, je me suis trompé. C'était les thématiques qui me semblaient être l'air du temps. Donc, en 2004, je me rappelle que j'avais choisi celle des braquages de Brinks, parce qu'à l'époque, il y en avait beaucoup. Et là, j'avais vu juste, parce que pendant l'année, il y en avait eu plein. Et donc, j'étais très présent. En 2005, j'avais choisi une autre thématique qui avait foiré. J'avais eu une année creuse. J'avais senti venir en 2006 la fin du grand banditisme remplacée. Donc, je m'étais intéressé là-dessus. Voilà. Et après, dans ma manière d'écrire, j'étais aussi bien quand j'étais journaliste dans les brèves que dans les formats plus longs. Et la Marseillaise est un journal qui t'offrait la possibilité de faire des formats très longs, ce qui est rare en PQR. Et donc, moi, le format court, je le bâclais pas du tout. La brève, pour moi, c'était une manière d'accrocher le lecteur. Je me suis mis à écrire des brèves à la manière de Félix Fénéon, qui était un écrivain du 19e siècle, qui était critique d'art, anarchiste, et qui, en même temps, avait mis au point une technique d'écriture pour écrire très court. Aujourd'hui, on appelle ça des brèves. Là, lui, il appelait ça des histoires courtes en 3 lignes, l'ancêtre du fait divers. Et c'est une écriture exceptionnelle de laquelle je me suis fortement inspiré. Donc ça c'est mes années de journaliste, où j'essaye aussi de sortir de ma manière de la manière de travailler des faits divers si habituels, puisque face à moi j'ai la Provence. Moi je suis à la Marseillaise. La Provence est beaucoup plus gros, avec beaucoup plus de moyens, et donc ils ont des faits diversiers qui sont nombreux, là où moi je suis seul. Et si je me mets sur le même créneau qu'eux, je perdrais à chaque fois. Bon, j'étais plus jeune, donc j'étais vraiment dans la course. Hein. Je voulais être le meilleur. Aujourd'hui, j'ai plus du tout cette envie-là. Mais à cette époque-là, si je pouvais faire mieux, si je pouvais les doubler, être avant, je le faisais. Et donc, je me suis vite rendu compte qu'en faisant comme eux, je perdrais tout le temps. Donc, je me suis mis à faire plus de terrain, plus de commentaires, enfin, ou plutôt d'essayer de comprendre ce qu'il y avait derrière le fait divers. Donc j'ai essayé de mettre du sociétal sur du fait divers, et sans le faire de façon un peu lourde, mais en me documentant beaucoup, en rencontrant des sociologues, en rencontrant des gens de terrain aussi qui étudient le terrain de façon scientifique ou politique. Et donc je me suis mis à fonctionner petit à petit différemment. Mon journalisme n'a pas cessé d'évoluer. Évidemment, il y a une rupture forte, c'est quand en 2014 j'ai le prix Albert Londres. Là, d'un seul coup, je suis un joueur de division 3, hein, on va dire, ou alors de fin de tableau de division 2, et j'ai le ballon d'or. Et je me retrouve à être dans les meilleurs journalistes du monde de ce moment-là. Et donc c'est un statut qu'il faut porter, c'est-à-dire que quand tu deviens un ballon d'or, il faut planter des buts derrière. Et donc j'ai fait le choix de ne pas rentrer dans une rédaction, parce qu'à cette époque-là, la Marseillaise, grosso modo, je m'en vais. On dira que j'ai été viré, mais c'est pas vrai. Je m'en vais de mon plein gré, avec l'accord de la rédaction, et tout s'est très bien passé. Et je choisis de rester indépendant. Et donc là, j'écris mes premiers livres. Et là, après, je vais en écrire en tout 8. Et les plus connus sont ceux qui tournent autour du monstre, La fabrique du monstre, La chute du monstre, et maintenant Cramé, qui sont les enfants du monstre. J'ai aussi fait un livre sur la santé, parce que moi, mes études, c'est des études scientifiques. J'ai fait aussi un livre sur l'extrême droite, parce que j'ai un cousin germain qui est leader d'un parti fasciste français. C'est l'un des plus gros fachos de France, et il se revendique comme tel. Et je raconte ça. J'ai fait un livre sur la Corse, parce que je suis de là-bas. Voilà. J'ai fait aussi d'autres thématiques, et des gens ailleurs que Marseille me connaissent pour ces autres thématiques. Voilà, à Marseille, je suis connu que pour Marseille, mais ailleurs, on me connaît pour d'autres thématiques. Et donc, Marseille, dans tout ça, va évoluer aussi. C'est que moi, je suis d'abord un fait diversier qui ne traite que des marges de la société marseillaise, de ce qui dysfonctionne totalement. Et comme je veux faire du sociétal, je me mets à essayer de comprendre pourquoi ces marges, en fait, sont pleinement dans la société. Parce que la marge, ça ne veut pas dire que c'est en dehors, ça veut dire que ça cadre la société. Et donc moi, ce qui m'intéresse petit à petit, c'est de comprendre ce qu'il y a au milieu des marges. Et donc là, ça va aboutir une première fois sur La fabrique du monstre, qui va raconter les systèmes marseillais,
qui sont pour moi une exagération, une extrapolation des systèmes français, et comment tout ça va générer nos marges, comment ça va noircir nos marges qui s'épaississent sans arrêt. Donc les marges, c'est la misère, la magouille, les embrouilles, les meurtres, c'est tout ce qui touche les passions tristes de l'être humain, quoi. Et ce qu'il y a au centre, par contre, c'est censé être la politique, l'économie, même le sport, je mettrais, tout ce qui touche au contraire les rubriques qu'on va trouver dans un journal. Et moi, je lis les choses. Je dis que les stupes sont liés à l'immobilier, qui sont liés aux politiques, etc., etc. Et j'essaye, des fois on dit que je mets un coup de pied dans la fourmilière. Pour moi, je donne plutôt le plan de la fourmilière. C'est plutôt une cartographie de la fourmilière. Je ne mets pas vraiment un coup de pied dedans, puisque de toute façon, les fourmis, elles y retournent vite. Par contre, je donne le plan. Donc, si on veut à un moment faire que les choses changent, je contribue à donner une sorte de cartographie des choses qui dysfonctionnent. Et j'essaye aussi de donner des pistes, pas du tout qui sortent de ma tête, mais qui sortent de mon travail de terrain et de ce que des spécialistes disent. J'essaie de donner des pistes d'amélioration, de solutions, de travail sociétal, quoi. Dans votre dernier ouvrage, vous nous faites découvrir les vulnérables, ces adolescents, garçons et filles, travaillant pour des réseaux de stupes toujours plus violents, toujours plus déshumanisés. Avez-vous ressenti chez eux le besoin de vous raconter leur jeune vie ? Moi, je fais du terrain depuis toujours et c'est ce qui me plaît le plus dans mon métier. C'est-à-dire, des fois, je dis, en exagérant un peu, que je pourrais me contenter de faire mon terrain et de ne pas écrire derrière, ou même pas raconter. C'est juste vivre les choses, un peu comme un petit aventurier ou un petit observateur. C'est de loin ce qui me plaît le plus. Ce qui veut dire que même quand je n'ai pas de projet ou d'idée de livre, de film ou de quoi que ce soit ou de podcast, j'y vais quand même. J'y vais pour vivre ça, pour connaître ce qui se passe, par curiosité, par défi personnel, par amitié. Il y a plein de raisons diverses qu'on peut approfondir. Et toutes ces raisons-là font que je fais du terrain. On a passé du terrain, mais moi, je vis tout simplement ma vie, quoi. Et donc, je vais dans des quartiers où j'ai grandi, que je connais. C'est mes codes. Alors maintenant, je suis capable, là, quand on parle pendant ce podcast, de ne pas adopter ces codes. Je vais avoir un accent moins prononcé, je vais dire moins de gros mots et utiliser un français qui est plus universel, je dirais. Mais j'ai aussi ces codes où je comprends l'irrationnel de ces quartiers, comment en fait ils fonctionnent à l'émotion et non pas à la raison. Comment en fait ce sont des gens qui sont des laissés pour compte dans le sens où ce sont des perdants. Perdants pour moi de cette mondialisation qui donne la part belle uniquement aux gagnants. Mais les gagnants, le problème c'est que ce n'est pas les plus forts, c'est ceux qui écrasent les autres. Moi, j'ai cette pensée très marxiste, moi. Et donc là, je vais rencontrer des laissés pour compte, des perdants, les losers de notre société. Et eux, ils se sentent au fond d'eux comme tels, et en même temps, ils ont ce complexe d'infériorité qui font qu'ils vont surjouer, qu'ils vont rajouter. Alors, les Marseillais, c'est vraiment ça. Les Marseillais, c'est une ville de gens qui ont fui la faim, la guerre ou la misère à 3-4 générations près, et qui se retrouvent entre perdants du monde, et qui vont s'unir. Ils ont ça en commun. Ils ont beau être comoriens, corses, italiens, arméniens, ils ont en commun qu'ils sont des perdants au départ. Et donc, ces gens-là vont se créer une société à eux, dans laquelle ils ne seront plus les perdants, et une sorte d'égalité, un peu utopique, mais une sorte d'égalité et du commun surtout. Et ça, c'est quelque chose qui est unique en français, par contre. À Marseille, ce commun-là, ce langage commun, c'est assez rare. Et moi, je joue avec ça aussi. Quand je vais dans les quartiers populaires, rapidement, je me raconte aussi, je dis qui je suis, je dis d'où je viens. Quand ils me racontent leurs problèmes, je raconte les miens, ceux que j'ai eus. Je raconte les liens qu'il y a entre leurs ancêtres venus d'Algérie qui portaient de l'eau sur la tête, et ma grand-mère en Corse qui portait de l'eau sur la tête. Et quand je vois une des photos qu'ils ont, je dis moi, ma grand-mère faisait la même chose. Et eux, dans leur tête, un Corse, c'est raciste. Et donc, d'un seul coup, quand tu dis en Corse, moi, c'est pareil que l'Algérien. Ils se disent, c'est bizarre, il est particulier, lui. Et de la même manière, je vais aider à porter des courses, je vais discuter d'autres choses que du trafic, je vais parler de bébés, de discussions plus communes. Donc en fait, petit à petit, ils se disent, ça va, c'est un type normal. C'est un journaliste, mais il est normal. Et je fais aussi, tout simplement, je me mets à leur hauteur, physiquement. Moi, je suis plutôt grand, en taille, et donc quand je parle à quelqu'un,
je me débrouille sans être trop ridicule à être à ma tête à sa hauteur. C'est-à-dire je fais semblant de m'étirer les genoux, de m'étirer le dos. Ça. Je suis toujours en train de me mettre à la hauteur. Et s'ils sont assis, moi je m'accroupis. Enfin, c'est primordial ça, parce qu'il ne faut jamais être écrasant. Il ne faut pas être écrasant à coup de questions. Il faut que les questions soient subtiles, qu'on arrive à laisser penser que c'est volontaire leur réponse. Et c'est là que de temps en temps, moi je culpabilise un peu, ça se voit dans le livre, c'est que je me dis, je suis en train de leur piquer leur histoire en fait. Je suis en train de leur prendre. Mais en fait non, ils sont plus malins que ça, ils te la donnent. Ils te la donnent, ils attendent un retour. Soit ils attendent un retour direct, fais-moi un CV, trouve-moi du boulot, reloge-moi. Alors, ils rêvent, hein, faire un CV, ça je peux faire. Hein. Trouver du boulot, un petit peu, mais alors reloger, pas du tout. Ils tentent le coup, ils m'ont vu à la télé, ils m'ont googlisé, ils ont vu que je suis connu, ils tentent le coup. Et après, ils sont surtout conscients que je suis quelqu'un de réglo, que je vais réfléchir à ce qui peut leur porter préjudice et que je vais faire attention à ça. Et que donc, en se livrant, je prendrai ce qu'il faut pour pour mettre en avant ou pour mettre en exergue ce qu'il faut changer ou ce qui est leur drame. Et donc, ils me font confiance là-dessus, c'est une confiance que je gagne à la fois sur le terrain en discutant avec eux, en étant là, en me montrant, en rigolant, en étant habillé normalement. Moi, je suis pas un journaliste avec un gilet à poche. Je suis pas, voilà, ça, c'est mort, ça. Si tu arrives comme ça, je suis pas. Moi, j'arrive avec un look qui se rapproche le plus possible de ce qu'on peut faire dans les quartiers. Maintenant, il faut que je fasse attention avec mon âge, parce que le journaliste évolue avec l'âge qu'on a aussi. Hein. On n'a plus la même tête. On peut pas s'habiller en jeans. Maintenant, je suis pas crédible, donc je suis obligé de jouer avec ça. Et donc, ça veut dire que tu y réfléchis tout le temps. Et en même temps, il faut être le plus naturel possible. Et ça s'est fait aussi sur un temps plus long, puisque soit ils m'ont lu pour certains, soit ils m'ont entendu à la télé, c'est la plupart du temps ça, soit on a parlé de moi. Mais en tout cas, ils se disent, bon, ça va. Ils m'appellent le journaliste, j'ai pas toujours un nom. Le journaliste, ça va, lui, tu peux y faire confiance. Et c'est celui qui a écrit le livre. Quand ils disent qu'il a écrit le livre, ça veut dire qu'ils ont écrit La Fabrique du monstre. Et il y en a qui vont même à des raccourcis plus directs et qui sont très très beaux, je trouve. C'est quand ils me disent, tu sais frérot, tu es le seul livre que j'ai lu. Donc ils me disent que je suis un livre, c'est beau quoi. Et tu es le seul livre que j'ai lu, ça me fait plaisir. Parce que dans leur tête, voilà, ils condensent tout. Le journaliste qui a écrit le livre, c'est le seul livre. Et donc c'est très bien comme ça. Et c'est tout ça qui fait que même les réseaux de stupes ont plutôt confiance en moi, parce que je n'écris pas pour qu'ils soient interpellés, j'écris pour raconter l'histoire des trafics. Et eux, comme je l'écris, la plupart des gens dans les réseaux sont des victimes. Donc c'est pas un souci que je raconte ça. Et même ceux qui sont les patrons, ils culpabilisent tellement d'être ce qu'ils sont que ils me laissent raconter des histoires. Et après, les plus fous, ceux qui ne culpabilisent pas, ceux qui n'ont aucun intérêt à ce que je raconte quoi que ce soit, ils s'en foutent parce qu'ils ont bien vu que ça n'a pas, que ce que j'écris n'a pas d'effet sur leur business. Donc ils n'ont pas de temps à perdre à essayer de savoir ce que je fais ou ce que je fais pas. Donc moi je suis quelqu'un qui, quand je vais dans les quartiers, des petits dealers me reconnaissent et je fais des Snapchats avec eux. Ils me font un snap, mais comme un selfie quoi. Ouais, je suis avec le journaliste, regardez, il est là, c'est dans la zone, on est trop content. Ouais, moi je fais une sorte de signe avec le pouce pour dire cool. Et après j'essaie toujours un point de morale qui coupe la plupart du temps. Je dis les gars, faut arrêter, c'est dangereux. Alors il y en a qui le laissent, il y en a qui le coupent, mais je fais des snaps, je sais pas, à chaque fois que je vais dans une cité quasiment. Qu'est-ce qui vous a le plus touché ? Celui que je suis depuis longtemps, c'est celui que j'appelle dans le livre Amal, que j'ai vu grandir depuis tout petit. Il était vraiment petit quand je l'ai rencontré. Et donc, puis j'ai même vu ses sœurs encore plus petites. J'ai vu grandir. J'ai côtoyé sa mère toutes les semaines. Je suis une sorte de tonton de la famille. Et par rapport à sa mère, presque des fois, j'ai l'impression que je suis une sorte de mari platonique, quoi, parce que je suis là pour lui donner conseil et tout. Donc, il y a une proximité qui est forte et ancienne. Et surtout, j'ai essayé pour cette famille dans son ensemble, c'est-à-dire je raconte pas tout, parce que sinon ça s'éparpillerait trop. Et puis surtout, il serait trop identifiable si je racontais tout, parce que ça, c'est un souci que j'ai eu. Et donc, cette famille-là, je suis tellement proche. Il y en a une deuxième, comme ça, il y a deux familles. Une deuxième qui n'est pas dans ce livre, qui était dans un autre livre, qui était dans La Fabrique du monstre. Ces deux familles-là, je suis tellement proche et je les connais tellement.
Et j'ai tellement eu d'échecs dans la volonté de les aider que là, je dirais que c'est ceux qui me touchent le plus. Après, les autres autour, c'est un peu plus périphérique, les 3 autres personnages. C'est que je les ai rencontrés parfois un peu plus tard. Alors, y a des relations de proximité qui se font. Là aussi, c'est plutôt une relation grand frère ou tonton. Parce que maintenant, je ne peux plus jouer la relation même âge, même... Voilà, maintenant je suis sur autre chose, maintenant je donne des conseils. Et puis là par contre des fois je joue sur ma stature. Puisque je suis grand et plus costaud qu'eux les 3 quarts du temps, il y a des moments où je suis écrasant, volontairement. Pour dire écoute-moi un peu, et des moments où je me tiens bien droit, je suis physiquement écrasant. Mais c'est les moments où la confiance est déjà gagnée. Je joue sur tout ça. Et il y a la gamine qui s'appelle Jessie dans mon livre, qui est une gamine qui est la plus gentille de l'univers. Et comme je dis, moi j'étais même déçu quand j'ai vu qu'elle était gentille avec tout le monde. Je dis putain, je croyais qu'elle était gentille qu'avec moi, comme ça j'étais content. J'avais l'impression que c'était que pour moi cette gentillesse. J'étais tout content de ça. Et un jour je réalise qu'elle est gentille comme ça avec tout le monde. Alors j'étais pas déçu, c'est pour la blague que je dis ça, mais j'ai ressenti ce petit pincement au cœur qui me disait ah mince, c'est pour tout le monde, c'est pas que pour moi. Et c'est une fille magnifique dans le sens humain du terme, et pourtant qui a des blessures et qui tout est caché, et dès que tu vois le cacher, c'est terrible, c'est absolument terrible. Donc je vais rien raconter parce que c'est dans le livre, mais elle, c'est extrêmement dur et touchant. Et après il y a une dernière personnage qui s'appelle Cassandra dans le livre, que je ne connais quasiment pas, comme je le dis, que je connais par les témoignages parce que je l'ai vue 2-3 fois, mais elle par contre je ne suis pas dans son spectre, c'est-à-dire pour elle, puisqu'elle s'est prostituée, je serais soit un client, soit rien du tout. Et vu que je ne suis pas un client, je suis rien du tout. Elle ne me regarde même pas. Alors je pense qu'elle sait que j'existe et qu'elle m'a vu. Je pense qu'elle s'est renseignée sur moi et qu'elle m'évite au contraire. Mais elle, c'est ce que je raconte dans le livre, et c'est une toute autre relation. Je la raconte à partir de ce qu'on m'a raconté d'elle et ce que j'ai pu voir. Mais je ne l'ai pas côtoyée, elle. Et la fois où on se voit, elle donne l'impression de ne pas me reconnaître, ou elle fait très bien semblant. Et elle continue à faire son... Là, elle était en train de faire du racolage quelque part, où elle se prépare au racolage, et elle fait ce qu'elle a à faire sans chercher à savoir qui je suis, si je vais le raconter, si quoi que ce soit, quoi. Donc elle, c'est un peu différent encore comme relation. Dans le livre, je prends bien soin à chaque fois de raconter les histoires et la relation que j'ai moi au personnage, et la relation que j'ai même à mon métier et au fait qu'on prenne des histoires, justement. Parce que c'est toujours une vraie question quand tu es journaliste. Hein. Par moment, tu te dis, bon, ben là, j'exploite une vulnérabilité moi-même, puisque il est tellement dans la détresse, un tel, qu'il me raconte tout. Et moi, je sais que je vais l'écrire derrière. Et donc, et des cas de conscience, hein. Et j'essaye d'aborder aussi ce sujet-là, qui est un sujet très compliqué, qui est beaucoup plus dur pour moi à gérer que le malheur. C'est-à-dire que aborder le malheur depuis plus de 20 ans maintenant dans mon travail, c'est quelque chose que j'ai complètement réussi à assimiler, et ça ne me traumatise pas. J'ai beau raconter et côtoyer du malheur, et du malheur terrible, et des drames, et des horreurs, c'est pas quelque chose qui, moi, humainement ou personnellement, me terrorise, me traumatise. Ça va, je vis très bien avec. Par contre, la relation que j'ai avec les persos, les hauts, les bas, les moments où ils se sentent trahis, les moments où ils attendent quelque chose où tu leur donnes pas, etc. Tous ces trucs-là, là par contre je dois dire que c'est plus dur à gérer, quoi. Des fois tu culpabilises, des fois tu veux rattraper des coups, des fois au contraire tu dis je vais marquer le coup, je vais plus lui parler pendant 4 semaines, moi je fais ça aussi. En tout cas c'est présent, tout le temps présent ça. Vous est-il arrivé de vous sentir menacé et d'avoir peur ? Moi, j'ai été menacé de mort à multiples reprises, tout récemment encore, là, par l'extrême droite. Je suis dans une liste de gens à abattre, mais j'ai envie de dire, cette fois-là où je suis menacé par l'extrême droite, dans cette liste qui a été médiatisée, c'est peut-être la menace la moins forte que j'ai eue. J'ai été menacé de mort par des bandits de cité, du grand banditisme. J'ai eu des moments où des couteaux se sont levés devant moi sur le terrain. Alors il y a longtemps, hein, mais bon quand même. J'ai eu des pressions énormes, je le raconte un peu dans le livre, où ils te mettent tête contre tête, là, front contre front, et te gueulent dessus en te positionnant un maximum dessus, etc. Bon... j'ai plutôt du sang-froid. Le moment voulu, je gère ça bien, je pars. Il faut partir là. Hein. Le but du jeu, c'est de comment s'exfiltrer. Mais si tu pars en courant, t'es foutu. Ils vont te courir après, tu vas prendre cher. Il faut montrer que tu vas partir sans montrer de faiblesse. Parce que
si tu te montres fort, c'est comme... ils ont peur de prendre un coup au passage ou d'avoir un problème. Donc si tu te montres ferme, mais que tu t'en vas quand même, ça va le faire. Moi, je sais faire ça, j'ai fait quelques années de sécurité, je sais gérer ce genre de truc. Maintenant, je cherche aussi à pas être dans ces situations, et dorénavant, c'est rarissime que je me retrouve dans ces situations. Quand j'étais plus jeune journaliste, ça m'est arrivé beaucoup plus, mais j'allais aussi plus loin, j'allais un peu plus loin, je faisais des choses que je ne ferais plus aujourd'hui. Et en plus, la jeunesse elle-même a changé. C'est-à-dire qu'avant, tu avais une jeunesse, il y avait une hiérarchie. Donc, un patron leur avait dit pas de conneries avec les journalistes, pas de conneries avec les adultes, grosso modo, parce qu'après, ça nous retombe dessus. Aujourd'hui, ils sont en une telle autonomie qu'ils ne vont peut-être pas avoir la conscience, la raison qui va faire que esquinter un journaliste ou esquinter un infirmier ou qui que ce soit, ça peut découler sur de la prison et le fait que la police arrive dans le réseau. Un réseau qui travaille bien, c'est un réseau tranquille. Un réseau agressif, c'est un réseau qui travaille mal. Donc maintenant, je fais plus attention, c'est-à-dire que j'ai des méthodes d'éthologue. J'ai fait des études d'éthologie, études des comportements animaux et des comportements humains dans leur animalité. Et donc... dans cette manière de travailler, il faut prendre en compte les distances. La distance intime, c'est quand on est très près, distance sociale, et après il y a différentes distances. Et moi, j'essaie d'identifier vite les distances. Et j'ai par exemple vu dans certains réseaux, quand tu es sur un trottoir, ça va. Quand tu traverses, tu vas sur l'autre trottoir, tu vas tout de suite avoir les mecs du réseau qui viennent. Voilà. Dans leur tête, le territoire commence là. Et toi, physiquement, à 2 mètres près, t'es ou t'es pas dans le territoire, sauf que tu vois la même chose. Donc déjà, des fois, il suffit de se mettre à 2 mètres près au bon endroit. Ensuite, il y a des horaires, des comportements en fonction de ce que tu veux obtenir. Si tu veux obtenir des témoignages, tu vas pas le faire avec un petit dealer devant tout le monde à l'heure où ils vendent. Le témoignage, tu vas l'obtenir plus tôt, quand il a fini le boulot, à un autre endroit. Si tu veux regarder un comportement, là, tu te mets un lieu. Alors moi, je me cache pas, parce que si tu te caches et que tu es découvert, c'est terrible. Donc moi, je préfère être un lieu où j'ai l'air d'un passant. Ils me connaissent pas toujours, ils me reconnaissent pas, quoi. C'est pas à chaque fois. Puis s'ils me reconnaissent, c'est pas grave. Et des fois, je fais exprès d'être reconnaissable, notamment avec mon scooter qui a une marque dessus qui fait qu'on le reconnaît, c'est volontaire. Et donc, cette observation-là, tu vas pas la mélanger avec la prise de contact. C'est pas possible. C'est tout simplement lié à leur travail. Donc, à leur manière de bosser. Et j'essaie de me mettre dans leur logique. Quelle est la logique d'un dealer à ce moment-là ? C'est pas de répondre à un journaliste. C'est de faire venir le client et de regarder si les flics arrivent. Donc, il faut penser à tout ça. Ça se gamberge un terrain, ça se réfléchit. Après, moi, maintenant, je commence à moins le réfléchir, à avoir tout ça en réflexe. Mais il faut toujours... En fait, le principal objectif, c'est de se mettre dans la peau de l'autre ou dans les intérêts de l'autre et essayer de ne pas nuire à ses intérêts. Ce que fait la télé, par exemple, de temps en temps, ils font l'exact inverse. Ils se disent, on va provoquer une réaction. Donc, ils vont rentrer dans le territoire avec des caméras et en masse, en arrivant et en posant des questions qu'on n'a pas à poser à cet endroit-là. Et en effet, tu obtiens une réaction agressive, et si tu la filmes, tu peux dire qu'ils sont agressifs. Mais par exemple, sur l'islam, tu rentres, alors vous êtes tous barbus, vous êtes tous ci, vous êtes tous là, évidemment, tu vas avoir une réponse. Par contre, tu vas dans un quartier riche, sans prévenir, avec ta caméra, tu rentres dans une copropriété privée, et tu commences à dire, alors ici, il paraît qu'il y a de l'évasion fiscale de partout, on va voir, l'accueil, il ne sera pas terrible. On va te faire venir un agent de sécurité roumain ou bulgare, qui va vite arriver, qui va te chasser. Par jeu, je l'ai fait, moi, aux Alpilles, à Marseille, une résidence richissime. Par jeu, j'y suis allé en provoquant, en faisant ce qu'ils font dans les cités. Je me suis fait virer instantanément, et c'est tout à fait logique. Et je me suis fait virer manu militari, c'est-à-dire si j'avais insisté, j'en prenais une. Hein. Et donc, finalement, cette histoire de territoire, en fait, c'est juste des comportements humains. Moi, je l'adapte à mon terrain d'observation. Mais si demain, j'observe une ZAD, ou si j'observe, je sais pas, un piquet de grève, le fonctionnement sera le même. Les règles seront différentes, mais le fonctionnement sera le même. Pourquoi ne parvient-on pas à enrayer les trafics de drogue et la prostitution de mineurs, souvent très jeunes ? Alors, il y a différentes problématiques. La première, pour résumer la situation, des enfants qui sont battus ou molestés ou qui sont dans une carence familiale vont être placés dans des foyers, d'abord d'urgence, et dans ces foyers d'urgence, ensuite, en fonction de qui tu es, de ce que tu es, on va te dispatcher, soit dans des familles, soit dans d'autres foyers qui ont d'autres fonctions, etc. Les foyers d'urgence ne sont pas assez nombreux,
et on place tous les profils dans ces foyers-là. C'est-à-dire on va placer quelqu'un qui est dans un état de délabrement psychologique et social, qui est en errance depuis quelques semaines, voire plus. Et on va placer aussi une gamine, parce que je vais rester sur les filles pour l'exemple de la prostitution, on va placer une gamine qui prenait un peu trop de rouste à la maison. Alors, je ne dis absolument pas que ce n'est pas grave, mais quand on va la placer dans ce foyer, ces foyers, on les appelle les foyers des putes. C'est-à-dire que la fille va devenir une proie pour des dealers qui, pour se rembourser leurs dettes, vont faire travailler des filles. Et eux, ils ont compris qu'il faut faire travailler des filles qui sont vulnérables, et ils ont un vivier de filles vulnérables dans ces foyers. Et ces foyers qui sont sous-dotés, où il n'y a pas assez de personnel, qui ont souvent des locaux délabrés, où dans la sécurité est minimale, tout ça pour des économies, qui sont saturés, où il y a plus de monde que ce qu'il devrait y avoir, ben ces foyers-là, c'est des passoires. C'est-à-dire les filles, elles sortent tous les soirs. Alors il y a plein de, c'est raconté dans le livre, il y a plein de mécanismes qui font sortir les filles. C'est pas toujours en force, hein, il y a d'autres ruses, la drogue, la culpabilisation, il y a plein de choses. Et donc ces filles-là, ensuite, eh bien, elles vont se prostituer. Donc au début, c'était une rouste. C'était je prends des claques un peu trop souvent à la maison. Et à la fin, c'est 15, 20, 30 passes par jour, tous les soirs, drogués, dans des squats, et pour longtemps. Et donc, avec l'institution, enfin les éducateurs qui le savent, hein, personne n'ignore ce que je dis, et qui essayent de les sortir de là, mais tu as face à toi des gens qui, psychologiquement, psychiatriquement parlant, sont détruits, et il faudrait donc passer à d'autres enfin, il faudrait avoir d'autres techniques, hein, moi qui me dépasse, mais de l'ordre des psys, un traitement psychiatrique clairement derrière, et puis surtout les isoler, les sortir de ces foyers. Or, les moyens sont tellement faibles en comparaison à la demande, enfin, surtout depuis le Covid, hein, c'est ce que je raconte, eh bien, on a une création de viviers à vulnérables qui sont réutilisés par ceux qui exploitent les vulnérables. Et c'est toujours comme ça que ça se passe. Quand des migrants arrivent, moi je préfère dire des réfugiés, quand ils arrivent en France, il faut qu'ils travaillent, parce qu'il faut survivre. Donc ils vont devant les plateformes du bâtiment pour porter des gravats. Donc là, le monde économique profite bien d'eux, des sans-papiers qu'on va sous-payer et qui vont aller porter les gravats chez les gens. Mais maintenant, les réseaux de stupes ont compris qu'en fait, il y avait des noirs dociles devant les plateformes du bâtiment. Donc quand ils n'ont personne dans les réseaux pour faire le chouf, ce qui est de plus en plus souvent le cas parce que il y a quand même un travail médiatique, enfin pas trop médiatique, surtout d'éducateurs qui permet de faire comprendre aux gens des cités qu'il faut arrêter d'aller au réseau parce que c'est que des emmerdes, et voire plus. Eh bien, ils se retrouvent à aller chercher d'autres vulnérables, et les vulnérables, c'est les blédards, ceux qui arrivent d'Algérie, directement, des jeunes, ou les réfugiés qu'on va trouver devant les plateformes du bâtiment. C'est le même principe, finalement. De toute façon, c'est l'étape 1, maintenant, les trafics de stupes, c'est pareil, hein, c'est le même mode de fonctionnement. Et donc, on va chercher des vulnérables. La société, elle crée cette vulnérabilité. Quand on ne prend pas en charge les migrants, les réfugiés, alors ok, on peut avoir l'idéologie qu'on veut, toujours est-il, ils sont là. Ben, si tu ne les prends pas en charge, ils seront exploités. De l'autre côté, tu prends mal en charge l'aide sociale à l'enfance. C'est dénoncé par l'aide sociale, par les éducateurs et depuis longtemps, hein, et très fort, mais tu ne le fais pas, mais tu fabriques des vulnérables qui vont être utilisés. Et finalement, à la fin, ça coûtera bien plus cher à la société, c'est ça le paradoxe, que si on mettait des moyens pour aider les vulnérables dès le début. Non, on préfère avoir un coût final qui sera infiniment supérieur, à la fois un coût économique et social, parce que, d'un point de vue médiatique, on donnerait l'impression, et politique surtout, on donnerait l'impression de faire de l'assistanat, d'aider les gens. Ah, ça craint d'aider les gens, il ne faut pas aider les gens, il faut qu'ils se fassent eux-mêmes, les gens. Il y a ce délire capitaliste, fais-toi toi-même, quoi. Dieu, aide-toi et Dieu t'aidera. C'est une connerie. En fait, tu fabriques des vulnérables et des gagnants. Mais les gagnants, il y en a très très peu. Alors le réseau de stupes le montre. Pour 50 gars qui vont vraiment faire du fric, et entre parenthèses, qui ne vont pas en profiter parce qu'ils vont aller en tôle et vont mourir jeunes, il y a plusieurs dizaines de milliers de jeunes qui sont exploités. Et au milieu de ces dizaines de milliers, il y a 2-3 000 esclaves qui sont, eux, torturés tous les jours, enfermés. Et c'est des jeunes qui n'ont pas de famille ou d'éducateurs pour les observer. C'est-à-dire qu'ils ne manquent pas à l'appel. Donc c'est des jeunes qui sont complètement lâchés, les plus vulnérables. Donc ça va être
soit des gamins qui ont fugué depuis longtemps parce qu'ils prenaient des roustes et que ça allait pas à la maison, ils se sont barrés. Donc pas toujours des gens des milieux populaires, hein, parce qu'il n'y a pas que les milieux populaires qui fracassent leurs enfants. Donc c'est pour ça que de temps en temps, on se retrouve avec un gosse, on se dit tiens, c'est bizarre qu'il soit dans le réseau, qu'il soit devenu un bébé assassin alors que il était de classe moyenne. Et non, mais en fait sa vulnérabilité a fait que il était en rupture avec la famille, ça peut arriver, hein, même pour les riches. Il s'est barré, la famille s'est dit c'est bon, il a 18 ans, on s'en fout, il se débrouille. Et le petit va de squat en squat, on travaille sa violence, le réseau travaille sa violence, le réseau de stupes, il devient de plus en plus violent. Et puis pour certains, on va jusqu'à être un assassin. De toute façon, ils sont un peu fadas, hein, ils sont un peu fêlés à ce moment-là. Et donc tuer, c'est une sorte de suicide social, ils tuent jusqu'à ce qu'on les tue ou jusqu'à ce qu'on les attrape. Et donc le travail sur les vulnérables, c'est la priorité absolue, qu'on soit de droite ou de gauche. Les seuls qui ont à gagner à ce qui est des vulnérables, c'est l'extrême droite, parce que c'est une matière pour eux. C'est une manière de dénoncer une société. C'est des ennemis à dénoncer. Eux, ils n'ont rien à gagner à ce que les vulnérabilités s'arrêtent. Eux, ils ont besoin des vulnérables. Ils exploitent politiquement les vulnérables. Ils exploitent les vulnérables des quartiers, mais ils exploitent d'une autre manière les vulnérables du rural ou du périurbain. Ils font la même chose. Et donc ça, maintenant, pour moi, c'est une grille de lecture qu'il va falloir avoir, l'approche par la vulnérabilité, pas dire que c'est une pensée de gaucho qui veut faire de l'assistanat, c'est pas vrai, c'est pas du tout ça, c'est au contraire, si vous voulez plus qu'il y ait des assassins en bout de chaîne, si vous voulez plus qu'il y ait des minots qui aillent dans les réseaux, si vous voulez qu'ils travaillent, ben, il ne faut pas qu'ils soient vulnérables. Quand il y a trop de vulnérabilité, quand il y a trop de choses, que ça finit par être... Quand un handicap social devient un handicap mental, et ça arrive, ben, c'est foutu. Y a plus de, tu peux les punir tant que tu veux, tu peux les mettre à la prison, il n'y a rien à faire. Donc les vulnérabilités, c'est le point de départ, quoi, absolu et pour moi unique même. Hein. On doit avoir une société qui s'occupe des vulnérables. Et je répète, la vulnérabilité, c'est une faiblesse qui s'exploite. C'est-à-dire que si on a une faiblesse, je ne sais pas moi, je vais prendre le pire du pire, on est quadriplégique. Si on est dans une famille où on s'occupe de toi, ta faiblesse, elle ne sera pas exploitée. Si tu es dans un bon entourage, tout ça. Maintenant, si tu es quadriplégique et que tu n'es pas du tout accompagné, ta faiblesse peut devenir une vulnérabilité. Par exemple, un réseau de stupes peut se dire, on va se servir de l'appartement du quadriplégique pour faire la planque d'armes. Il ne va pas nous dénoncer. On laissera passer les infirmiers et le soin. Par contre, s'ils nous le dénoncent, on ne les laisse plus passer. Et donc voilà. Le type, il n'a rien fait, hein. Il est allongé sur son lit. Mais il est passé de faible, d'une faiblesse, d'un handicap, à une vulnérabilité. La vulnérabilité, soit tu travailles sur la faiblesse quand c'est possible, mais mon quadriplégique, malheureusement, on n'est toujours pas capable de les soigner, c'est terrible, mais la faiblesse restera une faiblesse. Par contre, sa vulnérabilité, le fait qu'on puisse l'exploiter ou non, ça se travaille. Et donc on doit travailler soit sur la faiblesse, soit sur l'exploitation ou non de cette faiblesse. Donc travailler sur les vulnérables. Et ça, c'est à la société, donc ça veut dire c'est au monde économique de faire ça. Le monde économique a plutôt tendance à exploiter les vulnérables. Hein. Ça fait des gens qui coûtent moins cher, qu'on peut virer quand on veut. Ou alors c'est le monde politique. Mais le monde politique aussi, il a tendance à exploiter les vulnérables parce qu'on peut faire qu'ils ne votent pas. Comme ça au moins ils votent pas mal, quoi. C'est-à-dire c'est les quartiers populaires, on a tout fait pour qu'ils arrêtent de voter. Et puisqu'ils votaient mal, entre guillemets, avant, autant qu'ils votent plus. Donc on a tout mis en place pour que ça vote plus. Ou au contraire, on les fait voter en les achetant avec pas grand-chose, les petits clientélismes locaux. Ou alors on les fait voter en jouant sur les colères. Moi je dirais plutôt le ressentiment, ça c'est l'extrême droite. Une partie de la gauche le fait aussi. Hein, une partie de LFI va chercher aussi le ressentiment chez les gens. Et c'est une manière de travailler. Donc c'est une exploitation politique des vulnérabilités. Donc pour moi, notre société doit travailler sur les vulnérables. C'est la priorité absolue et on fera des économies considérables. C'est pas une dépense. C'est des économies énormes. Par contre, il n'y a pas la possibilité de faire de décompte. Il faudra attendre 5 à 10 ans pour savoir s'il y a moins de gens à la rue, s'il y a moins de ci, s'il y a moins de là. À l'échelle d'une élection, tu n'auras pas le temps de dire... quand on fait du répressif, on peut compter le nombre d'interpellations et on fait croire, ou de saisies, et donc on fait croire que ça marche. Par contre, quand on fait du social, il n'y a pas de décompte possible avant 5 à 10 ans, donc politiquement parlant, c'est dur à porter, parce que nous, on va être élus, il faut que le message passe vite. C'est ça la difficulté. Et là, je ne lance pas la pierre aux politiques, puisque ceux qui feraient ce que je dis ne seraient pas élus. Donc là, moi, je n'ai pas la réponse, je n'ai pas la solution. Je ne sais pas comment on fait pour que
il y a un gain politique immédiat à une politique sociale qui prend 5 à 10 ans. Ça, je ne le sais pas, je n'ai pas la réponse à ça. Comment les pouvoirs publics réagissent-ils lorsque paraissent vos livres ? Vous contactent-ils ? Utilisent-ils vos enquêtes pour nourrir leurs réflexions ? Énormément, oui. En fait, quand je sors un livre comme La Fabrique du monstre, La Chute, ou Cramé, ou mon livre sur la santé, ou mon livre sur l'extrême droite, ça c'est vraiment des livres où à chaque fois il y a des réactions, il y a toutes sortes de réactions. Les politiques peuvent s'approcher de moi d'abord avec sincérité, et après, ils s'en saisissent et ils essayent de faire des choses. J'ai l'impression que le printemps marseillais, c'est très largement inspiré de ce que j'ai pu écrire par le passé. Le printemps marseillais, c'est donc la gauche unique qui a pris Marseille en 2020. C'est une sorte de NFP avant le NFP, à l'échelle de Marseille. Une droite centre-droit, ou une droite que je dirais républicaine. Il n'y en a plus beaucoup de droites républicaines, ils sont très peu nombreux. Ils n'ont plus que le nom de républicains, mais quelques-uns restent des républicains. Et eux aussi peuvent m'approcher. Je réponds aux invitations à chaque fois dès que c'est possible pour des discussions, plus rarement des débats, qui vont sur des problématiques qui de toute façon concernent tout le monde. Après, ils en font ce qu'ils en font, mais en tout cas, l'observation, ce que je vois, moi en 2017, j'avais vu qu'il y avait à Marseille, et d'une manière générale en France, un changement de comportement des réseaux en ville et une prédominance à l'agressivité. Voilà, je voyais que ça venait. J'étais allé voir Payan, qui n'était pas encore maire, mais j'étais allé voir. J'étais allé voir Renaud Muselier, j'étais allé voir le préfet de l'époque, le préfet de police de l'époque, à ma demande pour les prévenir, pour leur dire il se passe ça. C'est-à-dire j'étais sorti de mon rôle de journaliste. J'étais en train de me dire ça, il faut qu'ils voient. Est-ce qu'ils en ont fait quelque chose ? J'en ai aucune idée, j'ai pas de suite derrière. En tout cas, ils m'ont écouté, ils m'ont reçu tous. Ils m'ont dit merci, au revoir, ils m'ont payé un café. Donc, il y a à chaque fois quand même quelque chose. J'ai après des associations, il y a pour l'exemple, je vais donner 2 exemples. Je connais deux députés, enfin qui ont été députés et qui le sont pour l'autre, qui sont rentrés en politique après La Fabrique du monstre. La première, c'est Cathy Racon-Uzon, qui était députée de la première mandature de Macron, qui était avec Macron, et qui m'a expliqué être rentrée en politique après avoir lu ce livre en disant c'est pas possible, il faut que j'agisse. Et elle était rentrée en politique. Le deuxième, c'est Dologu, qui est LFI, qui m'a dit, tu sais, c'est parce que tu as écrit La Fabrique du monstre que quelque chose qui me trottait sur une envie qui était un peu là, d'aller en politique, d'agir en tout cas, qui était là mais qui n'avait pas forcément mis de façon cohérente, mis en forme. C'est mon livre, donc mon action quelque part, qui l'a amené là. Alors il y en a qui doivent râler d'entendre ça maintenant, mais en tout cas il est des deux côtés, donc un En Marche et un LFI, donc c'est pas les mêmes, hein. C'est pas du tout la même manière de penser. Ces deux-là sont rentrés en politique pour ça. Et j'ai eu d'autres aussi, des LR, mais eux je vais pas les citer parce qu'ils m'ont demandé de pas le faire, qui me disent qu'ils ont changé leur action politique, leur manière de faire les choses pour ça. J'ai aussi eu des gens qui font de la petite magouille et qui m'expliquaient, écoute, on n'avait pas mesuré que notre petite magouillette là, que tu racontes dans tel livre, qui est une magouillette personnelle, enfin, à une échelle qui semble pas grave, on n'avait pas mesuré que ça rentrait dans un système plus vaste et que ça provoquait autant de problèmes. Donc j'ai même eu des gens qui m'ont dit, voilà, ces petites magouilles pour garder un petit truc qui a un intérêt, une faveur, quoi. Eh bien, ils n'avaient pas mesuré qu'elle rentrait dans quelque chose de bien plus large. De la même manière, des gens d'Euroméditerranée n'avaient pas mesuré qu'ils étaient conscients que ce n'était pas toujours un succès, le grand plan de rénovation urbaine du quartier d'Euroméditerranée à Marseille. Ils avaient conscience que ce n'était pas toujours un franc succès, que c'était un peu véreux de temps en temps, un peu mal vu, mais ils n'avaient pas mesuré. Donc c'est des patrons qui sont venus et qui m'ont dit on va probablement essayer de changer les choses, mais eux-mêmes en interne ils voient pourquoi il y a des blocages, hein. Ils voient les tiraillements de tout ça, et eux-mêmes ils se disent on va prendre en compte aussi ce que dit Pujol, quoi. Ils doivent le faire avec d'autres, hein. Mais ça fait partie du jeu. Et puis pour finir sur cette question, j'ai quand même été auditionné 2 fois par les députés, et j'ai été auditionné 1 fois par le Sénat, alors 1 fois sur l'islam, 1 fois et 2 fois sur les trafics de stupes. Donc ça veut dire que je suis une voix qu'on écoute, en tout cas, on m'entend. Après ce qu'on en fait, je le sais pas. C'est plus dans
C'est plus dans mon rôle derrière. Mais moi, par exemple, j'ai envie de créer, je ne sais pas si ça va le faire, mais il faudra qu'on m'aide financièrement. Et donc là, je dis les institutions, parce que pour moi, c'est l'argent public qui doit faire ça, peut-être un peu de privé, mais pas majoritaire. Je voudrais créer un observatoire des vulnérabilités, c'est-à-dire une liste, pas exhaustive, on n'y arrivera jamais, mais organisée, thématique, des vulnérabilités comme celles que je racontais tout à l'heure, qui font qu'on pourra ensuite déposer, je ne dirais pas un livre blanc, mais au contraire un récit de ces vulnérabilités, parce que pour moi, il faut qu'elles soient incarnées par du réel, donc il faut que ces vulnérabilités soient racontées, et quand elles sont racontées, ensuite, soit à des élus, soit au monde économique, soit à des institutions, soit à la police, etc., on dise, voilà, nous on est face à cette vulnérabilité, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et des fois, les réponses, les solutions sont tellement simples, des fois, qu'on se dit qu'il suffit juste de le mettre en avant. D'autres fois, c'est beaucoup plus complexe, et au moins ça va générer du débat sur ce qui est plus complexe. Donc voilà, je suis en train mais là pas du tout parce que je suis en promotion, mais quand j'aurai fini ma promotion, je suis sur un autre travail que je ne peux pas raconter, mais un truc assez gros, d'ampleur, qui me demandera beaucoup de boulot, et je vais aussi essayer au milieu de tout ça, de trouver le temps de créer sur 1 an ou 2 cet observatoire des vulnérabilités. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Parole Donnée. Vous pouvez nous suivre sur notre site et nos réseaux sociaux et nous soutenir via notre page Tipeee.